Le cri perçant de l'enfant déchira la nuit comme un éclat de verre brisé, et Clara se rua dans la chambre, le cœur battant la chamade, pour trouver la 10e nounou en 2 mois figée sur le seuil, les yeux écarquillés d'effroi. Madame, elle a fait un cauchemar, mais balbutia la jeune femme, mais Clara l'interrompit d'un geste sec, son regard d'acier transperçant l'obscurité. Dans l'ombre du berceau, sa fille de 5 ans, Élise, sanglotait encore, et ce fut ce moment précis, ce mélange de vulnérabilité enfantine et de panique adulte, qui scella le sort de la nounou. Partez immédiatement. Barcelone, cette ville aux veines de feu et d'azur, où la mer Méditerranée léchait les remparts de la Sagrada Familia comme un amant impatient, était devenue pour Clara un labyrinthe de souvenirs empoisonnés. À 35 ans, elle portait sur ses épaules le poids d'une vie qu'elle avait choisie autant qu'elle l'avait subie. Mère célibataire, architecte reconnue pour ses rénovations audacieuses de bâtiments modernistes, et lesbienne assumée dans un monde qui, en Espagne post-franquiste, tolérait plus qu'il n'embrassait. Élise était née d'une insémination artificielle, un acte de rébellion contre les conventions familiales qui l'avaient étouffée dès l'enfance dans une petite ville andalouse. Mais la liberté avait un prix, des nuits solitaires hantées par l'absence, et une méfiance viscérale envers quiconque s'approchait trop près de son cœur ou de celui de sa fille. Lady Nounou ? Des ombres éphémères, des tentatives ratées pour combler le vide. La première, une Espagnole bourrue de 60 ans, avait osé critiquer ses horaires inhumains, Clara l'avait congédiée en murmurant un « adieu » glacial. La seconde, une étudiante ukrainienne aux yeux de biche, avait laissé Élise pleurer trop longtemps pendant une crise de fièvre, licenciée sur le champ, avec une indemnité généreuse pour étouffer les plaintes. Les suivantes formaient un cortège absurde, une Brésilienne trop tactile, une Française expatriée trop snob, une Marocaine aux épices qui imprégnaient la maison d'odeurs de tagine, toutes chassées pour des fautes minimes, amplifiées par la peur de Clara. Peur de quoi ? De l'attachement, peut-être. De revivre la trahison de Sofia, son amour de jeunesse, qu'il avait quittée enceinte, fuyant vers Madrid avec des promesses vides et un amant anonyme. Sofia, la seule qui avait su la faire rire sous les platanes de la Rambla, avant de la laisser saigner en silence. Ce matin-là, après le renvoi de la 10e, une Catalane timide nommée Martha, qui avait simplement renversé un verre de lait, Clara s'effondra sur le canapé de son appartement haussmannien rénové dans l'Eixample, les murs tapissés de mosaïques gaudiens qu'elle avait elle-même dessinés. Élise, encore ensommeillée, grimpa sur ses genoux, ses petites mains potelées agrippant le col de la chemise en lin de sa mère. « Maman, pourquoi les tatis partent toujours ?» demanda-t-elle d'une voix fluette, ses yeux verts héritage de Clara fixés sur elle avec une innocence qui transperçait comme une lame. Clara ravala un sanglot, caressant les boucles blondes de sa fille. « Parce que maman est difficile, mon trésor. Mais on s'en sortira, toi et moi. Toujours. » L'agence de placement, un bureau étriqué près de la Plaça Catalunya, avait haussé les épaules quand Clara avait appelé pour une 11e candidate. « Madame Ruiz, vous épuisez nos ressources. Cette fois, c'est la dernière. » Manon Lefebvre, 28 ans, française, fraîchement arrivée d'un village provençal. Expérience en crèche, référence impeccable. Et elle insiste pour un essai gratuit. Clara avait ri, un rire amer comme l'absinthe. Française ? Parfait, une exotique de plus à briser. Mais au fond d'elle, une étincelle infime, presque imperceptible s'alluma. Peut-être que cette Manon, avec son nom évoquant les vents du Mistral, serait différente. Ou peut-être pas. De toute façon, l'échec était une habitude. Manon arriva un mardi pluvieux, le genre de averse barcelonais qui transformait les rues en rivières d'or et de sel. Clara l'observa depuis la fenêtre de son bureau improvisé, un croquis de rénovation inachevé étalé sur la table. La jeune femme descendit d'un vélib trempé, ses cheveux noirs courts plaqués sur son front, un sac à dos kaki jeté sur l'épaule. Vêtue d'un jean slim et d'une chemise bleu ciel qui moulait subtilement ses formes athlétiques, elle avait l'air d'une bohème sortie d'un tableau de Matisse, peau olive, yeux noisettes taillés en amande, un sourire qui perçait les nuages comme un rayon de soleil sur la mer. 28 ans, avait dit l'agence, elle en paraissait 25, avec cette fraîcheur provençale qui sentait le thym et les oliviers. Clara ouvrit la porte avant même que Manon ne sonne, Élise déjà cachée derrière ses jambes, curieuse mais méfiante. « Entrez », dit-elle d'une voix neutre, masquant le frisson qui lui parcourut l'échine.
Manon s'ébroua comme un chiot, riant doucement. Désolée pour la douche gratuite. Je m'appelle Manon. Et toi, petite, tu dois être Élise? J'ai apporté des sablés de ma grand-mère. Elle fouilla dans son sac et en sortit un paquet ficelé, enveloppé de papier craft. Élise hésita, puis s'avança, reniflant l'air comme un chaton. Ils sentent bon, murmura-t-elle, et ce fut le premier sourire de la journée pour Clara. Le premier jour fut un balai prudent. Manon s'installa dans la cuisine, transformant le marbre froid en atelier de pâtisserie improvisé, tandis que Clara feignait de travailler sur ses plans. Mais ses yeux déviaient sans cesse, sur les mains fines de Manon pétrissant la pâte, sur la courbe de son cou quand elle se penchait pour murmurer une histoire à Élise, une fable provençale sur une cigale et une fourmi, racontée avec un accent chantant qui faisait danser les mots. Et la cigale, elle a appris que chanter n'était pas assez, il fallait aussi danser avec le vent. Élise gloussa, et Clara sentit une chaleur oubliée se lever dans sa poitrine. Était-ce de la jalousie? De l'envie? Ou pire, du désir? Le soir, quand Manon prépara le dîner, une ratatouille revisitée avec des tomates du marché de la Boqueria, Clara s'assit à table pour la première fois depuis des mois. Élise babillait, décrivant son dessin du jour, un château en sable sur la plage de Barceloneta. Manon écoutait, hochant la tête avec une attention qui semblait infinie. Et si on y allait demain? Au château. Ensemble, proposa-t-elle, ses yeux croisant ceux de Clara par-dessus la table. Un instant suspendu, chargé d'électricité. Clara hocha la tête, muette. Cette nuit-là, allongée dans son lit king-size vide, elle revit le sourire de Manon, et pour la première fois en 2 ans, le sommeil vint sans cauchemar. Les jours se muèrent en semaines, et Manon devint une présence insidieuse, comme la marée qui monte sans bruit sur les galets de la Costa Brava. Elle n'était pas comme les autres, pas de jugement sur les nuits tardives de Clara au bureau, pas de regard fuyant devant les photos discrètes d'anciennes amantes sur les étagères. Au contraire, elle posait des questions légères, comme des caresses. Ce bâtiment que vous rénovez, près du parc Güell, il a l'air de danser. C'est votre signature, non? Clara rougissait, surprise de se sentir vue, vraiment vue, au-delà de la mère protectrice ou de l'architecte ambitieuse. Élise, elle, fleurissait. Les crises de larmes nocturnes s'espacèrent, remplacées par des rires complices lors des jeux de cache-cache dans les couloirs labyrinthiques de l'appartement. Manon inventait des histoires où les héroïnes étaient des reines guerrières lesbiennes, conquérant des châteaux avec des arcs-en-ciel comme armes. Comme maman et moi, disait Élise, et Clara surprit un jour Manon rougissante, balayant le sol avec une énergie feinte. Mais sous cette idylle naissante, des fissures apparurent. Clara, hantée par Sophia, se raidissait dès que Manon s'approchait trop, un effleurement accidentel dans la cuisine, un regard prolongé pendant le dîner. Vous êtes tendue, Clara. Parlez-moi, murmura Manon un soir, après avoir couché Élise. Elles étaient sur le balcon, face à la silhouette illuminée de la tour Akbar, ce phallus de verre et de lumière qui dominait la nuit barcelonaise. Clara hésita, le vin rouge aidant, et lâcha, j'ai été trahie. Par la femme que j'aimais. Elle m'a laissée avec Élise, sans un regard en arrière. Depuis, je ne fais confiance à personne. Manon posa sa main sur la rambarde, à un souffle de celle de Clara. La confiance, c'est comme un olivier, il faut du temps pour qu'il donne des fruits. Mais une fois planté, il résiste aux tempêtes. Ce fut le début d'une danse délicate. Des promenades sur la plage au lever du soleil, où Manon ramassait des galets polis par la mer pour Élise, et Clara se surprenait à rire un rire franc, libérateur. Des dîners partagés où les conversations glissaient des godilles aux poètes catalans, passant par les amours contrariés de Mistral. Manon confia son propre secret, une rupture douloureuse à Aix-en-Provence, avec une femme qui l'avait accusée d'être trop libre pour un engagement. J'aime les femmes qui osent, Clara. Comme vous. Les mots planaient, lourds de promesses. Pourtant, le passé n'était pas mort. Une lettre arriva un matin, cachetée de cire rouge, Sophia. Je reviens à Barcelone. Pour Élise. Pour nous. Clara la froissa, le cœur en vrac, mais Manon vit les larmes. Qui est-ce? Demanda-t-elle doucement. Clara explosa, personne. Une erreur du passé qui veut tout détruire.
Manon recula, blessée par la violence, et pour la première fois, Clara craignit de l'avoir perdue. Cette nuit, Élise fit un cauchemar, et ce fut Manon qui la consola, murmurant des berceuses provençales depuis le couloir. Clara, écoutant aux portes, comprit, elle était amoureuse. Terriblement, irrémédiablement. Le week-end suivant, elles partirent pour la Costa Brava, un caprice de Manon pour guérir les âmes fatiguées. La route sinueuse longeait des falaises abruptes, l'air salin fouettant les vitres de la vieille cite de Clara. Élise chantait à tue-tête une chanson apprise à l'école, sur les sardanes catalanes, et Manon joignait sa voix, fausse mais joyeuse. Arrivées à Tossa de Mar, elles s'installèrent dans une casa rustique allouée à la hâte, avec vue sur une crique turquoise. Le premier soir, autour d'un feu de camp improvisé sur la plage, Élise s'endormit contre l'épaule de Manon, et Clara osa rester. Pas comme nous. Comme nous. Manon leva les yeux, les flammes dansant dans ses prunelles. Clara, je suis déjà là. Depuis le premier jour. Le baiser vint naturellement, sous un ciel étoilé comme un manteau de velours. Lèvres salées par la mer, mains tremblantes sur la peau chaude, corps se cherchant comme des vagues affamées. C'était tendre, urgent, un feu qui consumait les doutes. Dans la cabane, plus tard, Élise dormant profondément, elles s'aimèrent avec une ferveur qui effaça les ombres, Manon, aux courbes douces et aux seins fermes, explorant Clara avec une patience infinie, Clara, aux hanches larges de mer, se laissant aller à la vulnérabilité. Je t'aime, murmura Manon au creux de son cou, et Clara pleura de joie, pour la première fois depuis des années. Mais le bonheur est un mirage en Espagne, où le soleil cogne fort et les ombres s'allongent vite. Sofia apparut 2 jours plus tard, comme un fantôme surgi des pins parasols. Clara la trouva sur le seuil de l'appartement à leur retour, élégante dans un tailleur noir, les cheveux relevés en chignon impeccable. 40 ans passés, mais toujours cette beauté fatale, ces yeux sombres qui avaient un jour fait chavirer Clara. « Je suis revenue pour ma fille », déclara-t-elle, la voix suave comme un flamenco. Élise, derrière les jambes de Manon, se cacha, apeurée. Clara sentit la rage monter, un volcan endormi. « Ta fille ? Tu l'as abandonnée ?» Sofia sourit, ce sourire carnassier qui avait séduit tant d'âmes. « J'étais jeune, perdue. Mais j'ai changé. Et toi ? Toujours à fuir l'amour vrai ?» Les mots étaient des flèches, empoisonnées par la vérité. Manon intervint, posant une main protectrice sur l'épaule d'Élise. « Madame, ce n'est pas le moment. Élise a besoin de stabilité, pas de perturbation. » Sofia toisa Manon, un éclat de mépris dans le regard. « Et vous êtes ? La nounou du mois ? Combien de temps avant qu'elle vous jette dehors, comme les autres ? » Le soir, la maison fut un champ de mine. Clara arpenta les pièces, fumant une cigarette après l'autre sur le balcon, un vice qu'elle avait banni, mais que Sofia avait ravivé. Manon essaya de la raisonner, ne la laisse pas entrer dans ta tête. Nous sommes solides, maintenant. Mais Clara, blessée dans son orgueil, explosa, solide ? Tu ne sais rien de ce qu'elle représente. Elle m'a brisé, Manon. Et si tu pars, comme elle ? Si tout ça n'est qu'une illusion ? Manon pâlit, les larmes aux yeux. Je ne suis pas elle. Mais si tu doutes, alors. Peut-être que je devrais partir. Pour de bon. La nuit fut un supplice. Élise, sentant la tension, refusa de dormir seule, se blottissant entre elles dans le grand lit. Clara, insomniaque, écouta la respiration régulière de Manon, si proche et pourtant si loin. Au petit matin, Sofia revint, armée d'un avocat et de papiers, une demande de garde partagée, invoquant les droits maternels. « Je veux Élise les week-ends. Et toi, Clara, je te veux toi. On recommence. » C'était la trahison ultime, non seulement voler l'enfant, mais raviver un amour mort pour le souiller. Clara céda à la panique. Elle appela son propre avocat, une amie lesbienne militante des droits LGBTQ+ à Madrid, et prépara une contre-attaque. Mais intérieurement, elle se déchirait. Manon, blessée par la dispute de la veille, demanda une pause. « Je vais chez une amie, le temps que tu clarifies tes sentiments. » Elle partit avec un baiser chaste sur le front d'Élise, laissant un vide béant.
Clara, seule avec sa fille, s'effondra en larmes sur le sol de la cuisine, les plans d'architecture éparpillés comme des feuilles mortes. Les jours suivants furent un tourbillon judiciaire et émotionnel. Sofia, rusée, diffusa des rumeurs dans les cercles architecturaux de Barcelone. Clara, la mère instable, incapable de garder une nounou. Un article dans El Periódico titra « La diva de l'exemple en crise familiale ». Clara, isolée, refusa les appels de ses amis, se réfugiant dans le travail. Élise, sentant le chaos, se replia, plus de rire, plus de dessins. « Où est Manon » demandait-elle chaque soir, et Clara, la gorge nouée, répondait « Elle reviendra, mon cœur ». Le point de non-retour survint lors d'une audience préliminaire au tribunal de la Ciutat Vella. Sofia, impeccable, plaida avec des larmes de crocodile « J'ai erré, mais l'amour maternel m'appelle ». Clara, en tailleur gris austère, contredit avec des preuves, courriel de rupture, témoignage d'amis. Mais le juge, un homme traditionnaliste, fronça les sourcils. « Madame Ruiz, votre instabilité domestique dit nounou en 2 mois pose question. » Clara sentit le sol se dérober. Dehors, sous une pluie battante, elle marcha sans but vers la plage de Barceloneta, les vagues rugissant comme sa fureur intérieure. C'est là que Manon la trouva, par un miracle d'instinct. Vêtue d'un imperméable jaune, elle surgit de la brume, trempée jusqu'aux os. « Clara » cria-t-elle par-dessus le vent. Elles s'effondrèrent sur le sable mouillé, les bras enlacés, Élise n'étant pas loin, confiée à une voisine de confiance. « J'ai lu l'article. J'ai pleuré pour toi. Mais je ne pars pas. Jamais. » Manon sanglota, et Clara, brisée, avoua tout, la peur, l'amour, la trahison de Sofia qui n'était qu'un écho de ses propres doutes. « Tu es ma tempête et mon havre, Manon. Reste. Aide-moi à me battre. » Leur étreinte fut un serment sous la pluie, un baiser salé par les larmes et la mer, où les corps se pressèrent avec une urgence désespérée, les mains glissant sous les vêtements humides pour retrouver la chaleur de la peau. C'était cathartique, libérateur, Manon mordillant le lobe de Clara, Clara griffant doucement le dos de Manon, leur souffle mêlé au grondement des vagues. « Je t'aime » répétèrent-elles en chœur, et pour la première fois, Clara y crut. Revigorée, Clara lança l'offensive. Avec l'aide de Manon, qui témoigna comme « figure stable dans la vie d'Élise » et d'une enquête sociale favorable, le juge rejeta la demande de Sofia. Priorité à l'enfant, trancha-t-il. Sofia, défaite, partit en claquant la porte. « Tu regretteras, Clara. L'amour n'est pas pour les cœurs brisés. » Mais Clara, tenant la main de Manon, répondit « L'amour guérit les cœurs brisés. Il les rend plus forts. » Les mois suivants furent une renaissance. Manon quitta l'agence, devenant partenaire à part entière, non plus nounou, mais amante, coparents. Elles rénovèrent ensemble un petit atelier près du Port-Vel, où Clara dessinait et Manon enseignait des ateliers de contes provençaux aux enfants du quartier. Élise, rayonnante, appelait Manon, Maman Manon, et les 3 formaient un tableau vivant. Promenade sous les arcades du Born, dîner aux chandelles avec paella et pastis, nuit où les corps s'entremêlaient en un ballet sensuel, lent et profond, Manon explorant les courbes de Clara avec une tendresse infinie, Clara répondant par des caresses fiévreuses, leurs gémissements étouffés par les draps de lin. Un soir d'été, sur la même plage de la Costa Brava où tout avait basculé, Clara s'agenouilla devant Manon, un anneau d'argent gravé d'un olivier au creux de la paume. « Épouse-moi. Pas pour la loi, nous sommes déjà libres, mais pour l'âme. Pour Élise. Pour nous. » Manon, les yeux brillants, accepta d'un baiser qui scella leur pacte. Élise, dans leurs bras, lança un galet dans la mer, pour toujours. Barcelone, avec ses mosaïques éclatées et ses passions latines, avait vu tant d'amour naître et mourir. Mais celui-ci, forgé dans la trahison et la pluie, fleurit comme un jasmin en hiver, humain, imparfait, éternel. Clara apprit que l'amour n'était pas une cage, mais un horizon. Et Manon, cette Française au cœur provençal, avait changé tout non par magie, mais par la simple, profonde, vérité d'être là. La lune se levait sur la Méditerranée comme un œil complice, baignant la crique de Tossa d'une lumière argentée qui dansait sur les vagues. Clara et Manon, enlacées sur une couverture piquante, regardaient Élise construire son château de sable, ses petites mains creusant avec une détermination farouche.
Il aura des tours pour les reines, déclara la fillette, et Manon rit, pressant un baiser sur la tempe de Clara. Comme nous. Des reines invincibles. Mais sous cette sérénité, Clara sentait encore les échos de la tempête. Sophia n'avait pas vraiment capitulé. Une semaine après l'audience, un colis anonyme arriva, des photos jaunies d'elles deux, jeunes et amoureuses, lors d'un festival de flamenco à Séville. Au dos, une note d'une écriture familière: souviens-toi de ce que nous étions. Tu ne pourras pas m'effacer. Clara brûla les clichés dans l'évier, les flammes léchant le papier comme un exorcisme. Manon, témoin silencieux, l'enlaça par derrière. Elle veut te hanter, mais elle n'a plus de pouvoir. Vrai, en partie. Pourtant, les nuits suivantes, Clara se réveillait en sueur, rêvant de Sophia riant au pied du berceau d'Élise. Manon, sentant sa détresse, innovait, des massages aux huiles essentielles de lavande provençale, des promenades nocturnes le long de la Rambla del Raval, où les graffitis multicolores racontaient des histoires d'identité fluide. Regarde, murmurait-elle, pointant un mur tagué d'un cœur queer traversé d'une flèche. C'est nous. Audacieuse et visible. Leur intimité s'approfondit, un sanctuaire secret dans le tumulte de la vie barcelonaise. Dans la chambre au volet mi-clos, filtrant la lumière ocre du soleil couchant, Manon guidait Clara avec une sensualité instinctive, ses lèvres effleurant la nuque, descendant en une traînée de baisers le long de l'échine, jusqu'à ce que Clara, arquée de plaisir, murmure son nom comme une prière. Plus fort, suppliait Manon, ses doigts experts explorant les replis humides, rythmant un tango intérieur qui les emportait vers l'extase. Clara, en retour, vénérait le corps de Manon comme une œuvre d'art, léchant la courbe de ses seins, mordillant la peau tendre de l'intérieur des cuisses, jusqu'à ce que Manon tremble, ses cris étouffés dans l'oreiller. C'était une guérison physique, autant qu'émotionnelle, un dialogue de chair qui réparait les silences du cœur. Élise, intuitive comme tous les enfants, percevait le changement. « Maman Manon reste pour toujours ?» demanda-t-elle un matin, en tartinant de confiture sur ses tartines. Manon, feignant la surprise, la chatouilla, pour toujours et un jour de plus. Clara, observant la scène depuis le comptoir, sentit une larme couler de gratitude, cette fois. Mais la vie, cruelle dans sa générosité, testa leur union. L'agence de placement, rancunière après les renvois successifs, lança une enquête discrète, rumeur de « comportement inapproprié » entre employeuses et employés. Un appel anonyme Sophia, sans doute, accusa Clara de « prosélytisme lesbien » auprès des nounous. Absurde, mais suffisant pour alerter les services sociaux. Une assistante sociale, une femme d'une quarantaine d'années aux lunettes sévères, se présenta un après-midi pluvieux. Routine, Madame Ruiz. Juste pour vérifier le bien-être d'Élise. Clara, paniquée, appela Manon en urgence. Ensemble, elles guidèrent la visite, Élise montrant fièrement ses dessins, Manon servant un thé à la bergamote avec un calme olympien. Nous formons une famille choisie, expliqua Manon quand la question fusa. Et votre relation, mademoiselle Lefebvre ? L'assistante nota, impassible, mais son regard s'adoucit devant le rire d'Élise. Le rapport final fut élogieux, environnement stable et aimant. Recommandé. Soulagées, elles célébrèrent sur le toit-terrasse de l'immeuble, avec vue sur les flèches gothiques du quartier El Gothique. Un pique-nique improvisé, chorizo, fromage manchego, et le vin rosé de Provence apporté par Manon. Sous les étoiles, Clara confia un secret enfoui, son enfance dans l'Andalousie rurale, où son père, un maçon bourru, l'avait surprise embrassant une cousine, la traitant de « perversion française ». J'ai fui à Barcelone pour renaître. Mais toi, tu m'as ressuscité. Manon, émue, traça des motifs sur la peau de Clara avec un raisin. La France m'a appris la liberté, mais l'Espagne t'a donné à moi. Nous sommes un pont entre deux mondes. Pourtant, la trahison couvait encore. Sophia, bannie du tribunal, ourdit un plan plus insidieux, contacter une ancienne amante de Clara, une sculptrice nommée Lucia, pour raviver de vieux flammes. Lucia, une beauté androgyne aux cheveux rasés et aux tatouages tribaux, envoya un message: « Sophia m'a parlé. Tu souffres ? Reviens-moi. Je sais comment te faire oublier. » Clara, découvrant le texto lors d'une pause au bureau, sentit la nausée monter. Était-ce une tentation ? Non, mais le doute s'insinua, poison lent.
Le soir, elle confronta Manon, et si j'étais incapable d'aimer vraiment? Si Sophia avait raison? Manon, blessée, répondit avec une franchise provençale, alors prouve-le-moi. Ou laisse-moi partir avant de nous détruire tous. La dispute éclata comme un orage d'été, tonnerre et éclairs dans la cuisine aux carreaux azuléjaux. Tu doutes toujours, cria Manon, les joues en feu. J'ai tout donné, mon cœur, mon temps, ma vie. Et toi, tu reviens à tes fantômes? Clara, acculée, balaya une pile d'assiettes, un fracas de porcelaine brisée, écho de son âme fracturée. Élise, réveillée, surgit en pyjama, pleurant, arrêtez. Pas comme les tatis d'avant. Le silence qui suivit fut assourdissant. Manon s'agenouilla, consolant l'enfant, tandis que Clara, effondrée, ramassait les éclats métaphores cruelles de son existence. Cette nuit-là, Manon dormit sur le canapé, un mur invisible entre elles. Clara, seule dans le lit froid, repensa à sa vie, les 10 nounous comme des miroirs brisés, reflétant sa peur d'aimer. Au lever du soleil, elle prépara un café fort, du pain grillé avec de l'huile d'olive, et s'assit près de Manon. Pardonne-moi. Je ne suis pas parfaite, mais je veux l'être pour toi. Pour nous. Manon, les yeux rougis, prit sa main, l'amour n'est pas parfait. Il est humain. Et le mien est à toi, si tu le veux. Leur réconciliation fut douce amère, scellée par un amour lent et délibéré dans la salle de bain embuée, sous la douche chaude, eau cascadant sur leurs corps nus, mains se redécouvrant avec tendresse. Manon savonna le dos de Clara, murmurant des mots en occitan ancien, une langue d'amour oubliée. Clara, à genoux, embrassa l'intérieur des cuisses de Manon, la faisant gémir doucement, leur corps glissant l'un contre l'autre en une union fluide, presque sacrée. Jamais plus de doute, promit Clara, et Manon, haletante, répondit, jamais plus seule. Sophia frappa une dernière fois, lors d'une exposition d'architecture au Macba. Clara y présentait un projet, une maison queer-friendly dans le Poblenou, avec des espaces modulables pour les familles recomposées. Sophia surgit au milieu de la foule, champagne en main, feignant l'admiration. Magnifique, comme toujours. Mais Élise? Elle me ressemble tant. Manon, à ses côtés en robe rouge vaporeuse, intervint avec une froideur polie, Élise a une mère. Et une famille. Laissez-nous en paix. Sophia ricana, la petite Française joue les héroïnes? Attention, elle finira comme les autres virées. Clara, le sang bouillant, la gifla un claquement sec qui fit taire la salle. Sors de ma vie, hurla-t-elle, et Sophia, humiliée, quitta les lieux, traînée par la sécurité. Les murmures fusèrent, mais les amis de Clara applaudirent, solidarité lesbienne, en cette ville arc-en-ciel. Manon, fière, embrassa Clara devant tous, un baiser public, défiant, qui fit scintiller les flashs des photographes. L'automne enveloppa Barcelone d'un manteau ocre et rouille, les feuilles des platanes jonchant les avenues comme des confettis mélancoliques. Clara et Manon, fortifiées par l'incident du Macba, plongèrent dans une routine enchantée, matin paresseux où Élise grimpait dans leur lit pour des chatouilles collectives, après-midi au marché de Sant-Anthony pour des tomates juteuses et des herbes fraîches. Manon, avec son flair culinaire, transformait la cuisine en laboratoire d'expérience fusion, paella à la provençale, avec du safran et des courgettes grillées, ou une tapenade catalane relevée d'ail rose. C'est l'amour en assiette, plaisantait-elle, et Clara, léchant une cuillère, répliquait d'un baiser espiègle, et en bouche, c'est le paradis. Leur désir, loin de s'essouffler, s'enrichissait de nuances. Une nuit, après un spectacle de flamenco au tablao cordobe où les danseuses aux jupes volantes évoquaient des passions dévorantes, elles rentrèrent à Languy, Élise endormie dans ses bras. Dans l'ascenseur étroit, Manon pressa Clara contre la paroi, ses lèvres capturant les siennes en un baiser vorace, main glissant sous la jupe pour caresser la dentelle des culottes. Pas ici, halta Clara, mais son corps trahissait son envie, en chondulant contre la cuisse de Manon. Chez elle, la porte à peine refermée, elles se déshabillèrent fiévreusement, Manon poussant Clara sur le tapis du salon, langue traçant un chemin brûlant du nombril aux replis intimes, suçant et léchant avec une expertise qui fit cambrer Clara en un cri étouffé. Plus profond, supplia-t-elle, et Manon obéit, doigts et bouche en symbiose, menant Clara à un orgasme fulgurant, secousse rythmant comme un zapatéado. En retour, Clara,
possessive, attacha les poignets de Manon avec une écharpe de soie, la plaçant à califourchon sur son visage, langue fouillant, aspirant le nectar sucré, jusqu'à ce que Manon, chevauchant le plaisir, s'effondre en spasmes, larmes de joie coulant sur la peau de Clara. Mais la vie, cette grande tragédienne espagnole, réservait un coup bas. Manon, enceinte? Non, un rêve fugace, vite dissipé par un test négatif. Pourtant, le désir d'agrandir la famille germa. Et si on adoptait, proposa Manon un soir, feuilletant un magazine sur les familles arc-en-ciel. Clara hésita, Élise est tout pour moi. Mais... oui. Avec toi. Elles contactèrent une association, la Casa Arcoari, un centre LGBTQ+, dans le Raval, où des ateliers les attendaient, discussions sur l'homoparentalité en Espagne, encore freinées par des préjugés catholiques latents. Là, elles rencontrèrent d'autres couples, des lesbiennes tatouées de Valence, une trans et sa partenaire de Bilbao, tissant un réseau de soutien. Sofia, cependant, n'était pas vaincue. Apprenant l'adoption via un espion dans les cercles sociaux, elle contre-attaqua, une plainte pour manipulation psychologique sur Élise, alléguant que Manon endoctrinait l'enfant avec des idées françaises déviantes. Ridicule, mais relayé par un tabloïd sensationnaliste, La Vanguardia, sous le titre « Bataille pour une âme innocente », l'ex refait surface. Clara, voyant l'article en kiosque, sentit le monde basculer. « Elle veut nous détruire », murmura-t-elle à Manon, qui, pâle, serra les poings, pas sans combat. Le conflit s'envenima lors d'une médiation familiale imposée par le tribunal. Dans une salle aux murs beige et impersonnels, Sofia, flanquée d'un avocat chauve, dépeignit Clara comme une nomade émotionnelle. « Regardez les nounous, 10 en 2 mois. Et maintenant, cette Française, une aventurière de passage. » Manon, appelée à témoigner, se leva, voix tremblante mais ferme, « Je ne suis pas de passage. J'aime Clara depuis le premier regard, et Élise comme ma propre chair. J'ai vu cette famille se reconstruire, pierre par pierre. Vous n'avez fait que briser. » Sofia blêmit, mais riposta, « Amour ? C'est du caprice. Je suis la mère biologique. » Élise, amenée pour un entretien privé avec une psychologue, dessina un tableau poignant, 3 silhouettes main dans la main sous un arc-en-ciel, avec une ombre noire au loin. « L'ombre, c'est qui ?» demanda la spécialiste. « La dame qui fait peur à maman », répondit l'enfant, et Clara, derrière la vitre, fondit en larmes. Manon la consola dans le couloir, un câlin qui devint étreinte passionnée, mains se cherchant sous les manteaux pour un réconfort furtif, doigts effleurant les seins, cuisses pressées, un baiser volé qui murmura « Nous vaincrons ». La psychologue trancha en leur faveur, lien affectif primordial avec la famille actuelle. Recommandation, statu quo. Sofia, furieuse, lança une dernière menace, « Je révélerai tout à la presse. Ton coming out forcé, Clara, tes nuits folles avant Élise. » Mais Clara, transformée, riposta publiquement, une interview dans Elle paie, où elle assuma tout. « Je suis lesbienne, mère, architecte. Et fière. Ma famille est mon chef-d'œuvre. » Le backlash fut mitigé, homophobe en ligne, mais un raz-de-marée de soutien, pétition, message de la communauté queer barcelonaise. Manon, touchée par la vulnérabilité de Clara, organisa une fuite, un week-end à Cadaqués, village d'Alignins aux maisons blanches accrochées aux falaises. Là, dans une cala isolée, elles nagèrent nues sous le soleil implacable, corps luisant d'eau salée. Sur les rochers, Manon s'allongea, invitant Clara, « Prends-moi, ici, avec la mer comme témoin. » Clara obéit, langue lapant les gouttes sur la peau hâlée, descendant aux lèvres intimes gonflées de désir, suçant le clitoris avec une dévotion qui fit hurler Manon au vent. Réciproque, Manon chevaucha Clara, frottant leur sexe en une danse tribale, orgasme synchronisé comme des vagues crétées. « Tu es ma muse, ma force, » halta Clara, et Manon, essoufflée, « Et toi, mon foyer. » De retour, l'apaisement relatif permit l'avancée de l'adoption. Un petit garçon de 3 ans, Matteo, orphelin d'une famille brisée par la crise migratoire, entra dans leur vie. Élise l'accueillit comme une grande sœur, et les nuits devinrent un quatuor, berceuse bilingue, câlin collectif. Mais Sofia, rôdant encore, envoya une lettre finale, « Félicitations pour le petit. Mais souviens-toi,
Le sang parle toujours. Clara la déchira, la jetant au vent depuis le balcon, Manon à ses côtés. Le sang? C'est le cœur qui compte. Pourtant, le vrai au fait arriva lors de la Pride de Barcelone, ce carnaval arc-en-ciel qui inonde les rues de joie défiante. Clara, Manon, Élise et Mathéo paradèrent en chars fleuris, bannières clamant, famille libre, amours éternels. Sophia, dans la foule, les vit et pour la première fois, son regard s'adoucit, une larme furtive. Elle s'approcha, non pour blesser, mais pour murmurer, « Tu as gagné. » Élise est heureuse. « Pardonne-moi. » Clara, magnanime, hocha la tête, « Pas gagné. Guéri. Va, et guéris-toi aussi. » L'hiver s'installa doucement sur Barcelone, un manteau de brume et de mistral marin qui adoucissait les angles de la Sagrada Familia, la rendant presque accessible. Clara, Manon, Élise et le petit Mathéo formaient désormais un tableau vivant, matin chaotique avec des dessins d'école éparpillés, après-midi où Manon enseignait à Mathéo ses premiers mots en français, « Merci, maman ». Tandis que Clara, de retour d'un chantier, rentrait les bras chargés de churros sucrés. Leur appartement, autrefois un bunker solitaire, bourdonnait de vie, jouets en bois provençaux, esquisses d'architecture queer sur les murs, et un arbre de Noël hybride, orné de santons de Provence et de figurines catalanes. Leur amour, mûri par les épreuves, atteignit une profondeur nouvelle. Une soirée, après avoir couché les enfants, elles s'éclipsèrent dans la baignoire fumante, pétales de roses flottant comme des promesses. Manon, adossée, guida la main de Clara entre ses cuisses, « Touche-moi comme au premier jour. » Clara obéit, doigts glissant dans la chaleur veloutée, courbant pour frôler ce point secret qui fit cambrer Manon, gémissement résonnant contre les carreaux. Oui, là, Alta-TL, et Clara, accélérant le rythme, ajouta sa bouche, langue tourbillonnant autour du clitoris gonflé, aspirant jusqu'à l'explosion, Manon se contractant en spasmes, éclaboussant l'eau de son plaisir. Réciproque, Manon plongea Clara sous la surface, doigts experts pinçant les tétons durcis, puis descendant pour une pénétration profonde, 3 doigts rythmant un va-et-vient qui arracha à Clara un cri primal, orgasme la secouant comme une marée. Sophia, quant à elle, s'effaça progressivement. Des mois plus tard, une carte postale de Madrid, j'ai commencé une thérapie. Pour moi. Merci de m'avoir forcé à voir. Clara la rangea dans un tiroir, relique d'un passé clos. La trahison, autrefois une chaîne, devint le fondement de leur force, un rappel que l'amour vrai naît des ruines. Le printemps ramena les floraisons, Mathéo marchant seul dans le parc de la Ciutadella, Élise apprenant la guitare avec une prof lesbienne du quartier. Clara lança son projet phare, un centre communautaire LGBTQ+, dans l'ancienne usine du Poblenou, avec des espaces pour thérapie, ateliers artistiques et crèches inclusives. Manon y anima des cercles de contes, où des enfants comme Élise et Mathéo apprenaient que l'amour n'a pas de genre, seulement des couleurs infinies. Le climax émotionnel survint lors de leur engagement civil, une cérémonie intime au Consulat de France à Barcelone, un clin d'œil à l'héritage de Manon. Élise, en robe blanche brodée de lavande, porta les alliances, Mathéo, dissipé, lança des pétales de jasmin. Devant un prêtre laïque queer, Clara et Manon échangèrent des vœux trempés de larmes. Dans les tempêtes de la vie, je serai ton phare. Et moi, ton vent qui porte. Le baiser scella tout, lèvres fusionnant en public, applaudissements fusants, un arc-en-ciel post-pluie illuminant le ciel. La lune de miel fut un pèlerinage, Provence pour Manon, Andalousie pour Clara. À Gordes, elles dansèrent sous les oliviers centenaires, corps se mouvant en un slow sensuel, mains caressant les hanches, baisers s'approfondissant jusqu'à l'amour sur l'herbe tiède, Manon à 4 pattes, Clara la prenant par derrière avec un jouet discret, trust lent et profond éveillant des cris d'oiseaux. À Grenade, dans l'Alhambra, elles firent l'amour dans une alcôve mauresque, Manon chevauchant Clara avec une ferveur orientale, seins ballottants, orgasme synchronisé sous les étoiles filantes. De retour, la vie coula comme un rio paisible. Clara, apaisée, écrivit un mémoire, Architecture du cœur, bâtir des familles queer en Espagne. Manon publia un recueil de contes lesbiens, illustrés par Élise. Ensemble, elles fondèrent une fondation pour mères célibataires LGBTQ+, aidant celles qui, comme Clara jadis, naviguaient les tempêtes seules. Un soir d'été, sur la plage de la Costa Brava, ce lieu talisman, elles s'assirent, enfants endormis sur les genoux.
La mer murmurait des secrets anciens, le soleil se noyant en pourpre. Dis Nounou, et toi, la 11e qui a tout changé, murmura Clara, caressant la main de Manon. Celle-ci sourit, yeux pétillants, pas la 11e. La première. La seule. Leur baiser fut un point final doux, tendresse infinie, promesses éternelles. Dans cette Espagne de passion et de cicatrices, leur histoire devint légende chuchotée, un rappel humaniste que l'amour, même trahi, renaît plus beau. Pas de fin heureuse parfaite, mais une vie pleine, qu'à-drama, émotion, romance, humanité pure. Et au loin, la mer applaudissait.